Vous l'avez, il sort probablement, quoi que je ne suis pas sûr, avoir la grosseur des slides que vous avez, je ne suis pas sûr s'il sort mieux, mais le moindrement que vous allez jouer dans l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, que ce soit en bloquant la rénine avec les anti-inflammatoires, les inhibiteurs de l'IACA pour l'angiotensine 2, que ce soit au niveau du récepteur avec les ARA, ou que ce soit plus distalement avec l'aldostérone, vous allez immanquablement créer une situation où on peut potentiellement avoir une hypercalémie, on coupe un des mécanismes d'excrétion du potassium. Les facteurs de risque pour ça, juste savoir que vos patients diabétiques, puis je ne pourrais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais au niveau rénal, ils développent une tubulopathie, qu'on dit une tubulopathie de type 4, où ils ont un hypoaldostéronisme hyporéninémique. Ces gens-là sont prédisposés, ont déjà un taux d'aldostérone qui est plus faible en circulation pour l'effet rénal, et ils vont avoir une prédisposition à développer une hypercalémie. Évidemment, les gens qui ont une insuffisance rénale chronique, je vous ai dit que ce n'était pas une contre-indication, mais c'est des gens qui ont un peu moins de latitude pour excréter leur potassium. Et, comme je vous ai dit, la déplétion volémique, si vous n'amenez plus de potassium, si vous êtes tellement sec que le rein réabsorbe tout, puis il n'y a rien qui se rend au tubule distal, vous ne pourrez pas, peu importe votre degré d'aldostérone, excréter votre potassium et vous allez développer une hypercalémie. Donc ça, c'est des facteurs de risque. La prise en charge, en insuffisance cardiaque, on sait qu'il est probablement pire quand vous avez un mauvais cœur d'être hypocalémique, il est pire d'être légèrement hypocalémique que légèrement hypercalémique. On sait que l'hypocalémie prédispose aux arythmies ventriculaires. Je ne dis pas que l'hypercalémie est sans conséquence, mais je vous dirais qu'en insuffisance cardiaque, entre 5 et 5,5 de potassium, c'est une zone où on est très, très, très à l'aise. En haut de 5,5, c'est là qu'il faut réévaluer notre traitement. Les choses à faire, comment éviter l'apparition d'une hypercalémie? Idéalement, on dit qu'on devrait commencer chez des patients. À l'hôpital, c'est facile. Quand ils sont en décompensation, c'est clairement le temps. Si vous avez une créate normale, un potassium qui se tient, de débuter votre IACA. Contrairement au bêta-bloqueur qu'on ne veut pas débuter chez un patient qui est humide, entre parenthèses, donc surcharge, crépitant pulmonaire, l'IACA, c'est parfait. Ça vous donne, étant hypervolémique, le patient a un mécanisme de plus pour tolérer l'introduction de l'IACA. Donc, clairement, si vous avez un patient qui est normaux ou hypervolémique, c'est clairement le temps de le débuter. Donc, peut-être si vous avez un patient décompensé, puis il n'y a pas d'IACA, c'est clairement le moment. Ça minimise les chances de développer et insuffisance rénale et hypercalémie. À petite dose, je pense qu'il faut essayer de majorer rapidement les doses, mais on ne commence pas avec une dose maximale d'emblée. Éviter de trop diuréser, je me répète, ça va être vrai pour les autres affaires encore. Les diurétiques, l'hypervolémie, c'est un problème, mais l'hypovolémie aussi peut en être un. Donc, bien évaluer vos patients au point de vue de la volémie. Les AINS, toujours la même chose. Diète faible en potassium. Par là, on parle surtout, il y a des choses qui sont pas à éviter, mais les patients doivent savoir qu'il y a principalement certains fruits, mais il y a des poissons aussi. Classiquement, on dit la banane, mais il y a les pruneaux, la cantaloupe. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de potassium. Si vous avez un problème de ce côté-là, peut-être juste questionner s'ils ont une diète particulière, s'il y a des choses qu'ils aiment particulièrement. On peut des fois avoir des surprises. Les fameux produits naturels, on ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans. On peut avoir des surprises. Des fois, on peut retrouver soit des produits pharmacologiques qui jouent sur l'axe rénine-angiotensine ou soit des dérivés du potassium. Et, évidemment, le suivi serré, je pense que c'est la meilleure chose pour prévenir la survenue de ce problème-là. Que faire avec un potassium élevé? Je pense que si vous avez un potassium clairement en haut de 6, ça devient une urgence médicale. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait être référé à l'urgence pour une prise en charge en aigu, parce qu'à partir de 6, le risque de bradyarrhythmie, de bloc, augmente de façon importante. Si vous avez en bas de 6, j'ai hésité à en mettre 5,5 et 6. J'ai mis 6 pour pas qu'il y ait de gap, mais de façon à l'aise, je vous laisse entre 5,5 et 6, il y a place au jugement clinique. Si vous avez un facteur facilement corrigeable, si vous avez quelqu'un qui a une hypercalémie mais qui n'a pas d'insuffisance rénale, vous pensez être capable de le corriger rapidement, je pense que ça peut être géré sur une base externe. Les plus malades, peut-être qu'entre 5,5 et 6, peut-être lâcher un coup de fil, voir comment on va le manager.
Je pense que si vous avez quelque chose en bas de 6 avec un facteur facilement corrigeable, je pense que ça peut être managé en externe avec un suivi rapproché et en surveillant, encore là, volémie, diète, INS. Puis comme je vous disais, idéalement, si c'est en bas de 6, puis vous pouvez le revoir rapidement, je pense que l'arrêt des IECA n'est pas nécessaire, mais clairement une diminution de la dose est souhaitable temporairement pour tenter de reprendre le dessus et le suivi rapproché. L'hypotension. Il faut faire attention, j'ai volontairement dans le problème initial, j'ai mis un patient qui avait une tension qui pourrait a priori avoir l'air un peu inquiétante. Je vous ai mis 86 sur 48. Nos patients en insuffisance cardiaque sont des patients qui, certains, nos grands malades, on n'aura jamais 120 de pression avec lesquels travailler. Il faut savoir que l'hypotension, ce n'est pas un chiffre, c'est un état clinique qui souvent devrait avoir une corrélation avec un chiffre, mais un chiffre seul n'est pas une hypotension. Donc, c'est un problème seulement si le patient est symptomatique. Si vous avez des symptômes orthostatiques, une détérioration de la fonction rénale ou une clinique de l'hypothymie, je pense que là, vous avez véritablement un problème. Vos chiffres de tension peut-être limite deviennent un problème. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, est-ce qu'il y a des chiffres que je peux vous donner? Malheureusement pas. C'est sûr que 60 de systolique, c'est clairement trop bas. 70 aussi. On travaille par contre avec du 80, des fois avec Jean-Dominique là, en clinique d'insuffisance. Nos grands malades, des fois, se promènent entre 80 et 85, puis ils sont compensés. Là. On regarde les chiffres, c'est un peu inquiétant, mais ils sont bien. Donc, il n'y a pas de ligne claire. Je pense que ça prend une corrélation entre la clinique et le chiffre. Encore là, l'hypotension, toujours évaluer vos diurétiques. Les diurétiques en tant que tels, c'est pour les symptômes. Il n'y a jamais, je dirais que pour la mortalité, ça n'a jamais été étudié. C'est les premiers traitements qui étaient là, puis on ne peut pas le retirer, mais de surdiuriser vos patients n'apporte aucun avantage. Donc, quand ils sont hypotendus, réévaluer l'état volémique. Souvent, on est capable de dire, mon patient il est bien à tel poids, juste garder ce poids-là en tête dans votre dossier. Ça devient le poids visé. Qui est le poids sec. C'est sûr que 5 ans plus tard, ça peut avoir changé, mais d'une visite à l'autre, s'il y a un mois, il était à tel poids et que là, il est hypotendu puis qu'il a perdu 3 kilos, vous pouvez peut-être penser que vous l'avez peut-être diurisé un peu trop agressivement. Dans ce temps-là, il y a de courtes périodes où on peut laisser nos patients peut-être, quand ils ont été un peu trop agressifs dans les restrictions hydrosodées, on peut soit libéraliser la restriction sodée, soit temporairement, où il y a des gens qui sont tellement drastiques dans leurs affaires qu'il faut leur donner la permission d'en prendre un peu plus. S'il n'y a pas de facteur corrigeable, ça peut en être un. Encore là, je reviens sur les hypotenseurs sans bénéfice connu, entre parenthèses, là, pour l'insuffisance cardiaque, à choisir entre 2 médicaments. Chez votre insuffisance cardiaque, priorisez bêta-bloqueur, IECA. Si vous avez un vasodilatateur autre qui n'a pas de bénéfice démontré, s'il vous plaît, enlevez celui-là avant d'enlever IECA et bêta-bloqueur. Et une suggestion qui fonctionne parfois, c'est décrit dans la littérature, de donner l'IECA et le bêta-bloqueur à des moments différents de la journée. Ça peut des fois faciliter un peu l'effet hypotenseur. Et par là, vous allez voir, et moi, c'est un biais de pratique. Je vous dis ça, si vous prescrivez l'oppresseur, ça ne changera rien, il est BID. Mais vous allez voir que je vais vous encourager à choisir des pharmacothérapies qui ont une prise d'IE pour l'observance. Donc, si vous avez une IECA en prise uniquotidienne, un bêta-bloqueur en prise uniquotidienne, vous pouvez à ce moment-là en donner un le matin, un en soirée. Puis des fois, ça peut améliorer un peu le tableau d'hypotension. La fatigue. La fatigue, c'est un symptôme qui est non spécifique, qui n'est pas facile à cerner et qui, chez notre insuffisant rénal, notre insuffisant cardiaque, peut avoir plusieurs causes. Insuffisance rénale aiguë, nos bêta-bloqueurs, ça peut être l'hypoperfusion secondaire à l'hypotension. Faut évaluer notre patient correctement, voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr que le bêta-bloqueur, immanquablement, au début, vos patients, ils sont habitués de fonctionner avec l'activation de l'axe adrénergique. Et quand vous allez donner votre bêta-bloqueur, ils vont se plaindre de fatigue, ils vont se plaindre d'intolérance à l'effort, ils ne se sentent pas bien dans les premières semaines. Puis on dit que ça peut théoriquement aller jusqu'à 2 mois. Avec les bénéfices décrits que les bêta-bloqueurs, ils sont au moins aussi bons que les IECA, sinon plus. Clairement, on doit insister sur le bénéfice auprès de nos patients
et mettre l'emphase sur la nécessité de persister parce que ces symptômes-là, la plupart du temps, finissent par se tasser. La physiologie cardiovasculaire, les gens adaptent leur physiologie et ils apprennent à travailler avec un axe adrénergique qui est partiellement bloqué. Quand est-ce qu'on doit cesser le bêta-bloqueur? Bien, je pense que si vous avez des signes d'hypoperfusion clinique, vous avez un patient qui a la peau froide, moite, insuffisance rénale, ces gens-là, visiblement, ne sont pas bien. Si vous avez des signes d'hypoperfusion, bien là, c'est clair que le bêta-bloqueur doit être cessé. Et non seulement ça, s'il est dans votre bureau, il faut qu'il vienne à l'urgence. C'est des états cliniques qui sont instables. Souvent, ils ont besoin d'une surveillance clinique rapprochée, avec des fois même des traitements intraveineux un peu plus agressifs. Et encore là, je reviens, si vous avez une hypotension, choisir vos hypotenseurs. S'il vous plaît, mettez à la poubelle ceux qui ne sont pas utiles pour vos insuffisants cardiaques. La bradycardie, c'est un peu comme l'hypotension. La bradycardie n'est pas... On ne traite pas un chiffre, on traite un patient. Donc, je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais si votre patient est asymptomatique et il est bradycarde, moi, je vous dirais qu'en haut de 40, on vit facilement avec ça, même qu'on tolère des fois même 35. S'il est sinusal, confortable, et que vous n'avez pas de symptômes associés à ça, vous n'avez pas d'hypoperfusion qui pourrait être expliquée par ça, vous n'avez pas de lipothymie, et vous avez évidemment une bradycardie qui est sinusale, vous n'avez pas de bloc avancé. La bradycardie n'est pas un problème la bradycardie est un problème seulement si on peut la relier à des problèmes cliniques, quelque chose de documentable. N'allez pas diminuer votre bêta-bloqueur sur la base que le patient roule à 45. S'il est bien à 45, s'il fonctionne bien, la bradycardie, qui par définition est en bas de 60, c'est pas quelque chose qu'il est nécessaire de traiter. Dr. Paradise va être là cet après-midi. Il va vous parler de l'approche non pharmacologique, je dirais pas non pharmacologique, je dirais électrophysiologique avec les pacemakers qu'ils ont maintenant depuis quelques années pour le traitement. Il y a des moments où, oui, quand on va voir en mettre, il y a certaines questions à se poser. Mais la vraie première question, c'est est-ce que ma bradycardie amène des problèmes? Si la réponse est non, bien, je pense que vous n'avez pas besoin de diminuer votre traitement. Éliminer chez les patients qui sont bradycardes au moins une fois les interactions médicamenteuses. Vos patients en FA, souvent avec la digitale, vont avoir une interaction. Si vous avez un bêta-bloqueur en plus, bien encore là, choisir l'agent qui amène le moins de bénéfices à votre patient. La digitale n'apporte pas de bénéfices de survie, donc à couper quelque chose, si vous voulez couper quelque chose, allez s'il vous plaît vers la digitale, pas vers le bêta-bloqueur. Et l'hyperkaliémie peut théoriquement donner des bradycardies qui vont plus souvent qu'autrement se présenter par un bloc AV du deuxième ou du troisième. Donc, vous allez de toute façon faire le bilan, mais ça peut être une des causes qui peut amener une bradycardie. Le dernier point de ma présentation, l'atout. L'atout, j'en parle, c'est pas vraiment je vous dirais que c'est pas nécessairement un symptôme qui est directement en lien avec l'insuffisance cardiaque, mais comme on donne nos IECA, puis qu'on sait que nos IECA peuvent amener de l'atout, on dit 5 à 10% des patients qui vont vous parler de ça. Puis on parle de tout, des fois, ce n'est pas nécessairement de l'atout. Les gens vont vous décrire une espèce de picotement dans le fond de la gorge qui est présent presque tout le temps. Il se rentre la gorge, il tousse, mais ça ne part pas. L'explication pour ça, c'est que les IECA, on les donne parce qu'ils empêchent ici la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et on coupe l'axe ici qui est médié finalement par les récepteurs de l'angiotensine. La chose dont on parle moins souvent, puis c'est une des explications, on n'a jamais réussi à démontrer, je n'entrerai pas là-dedans, mais en tout cas, un des effets potentiels bénéfiques aussi en insuffisance cardiaque, c'est qu'on parle beaucoup de cet axe-là, mais les IECA aussi vont inhiber une enzyme qui sont des kinases. Donc, les enzymes qui dégradent la bradykinine sont inhibées. Les patients qui prennent des IECA, oui, on coupe cet axe-là, mais on coupe aussi la dégradation des kinines. Les kinines étant un médiateur inflammatoire, ces kinines-là peuvent induire chez certains patients la sensation de toux. Donc, c'est ni plus ni moins une irritation par les kinines qui amène la toux.